Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, des débats, des chroniques, des reportages et l'expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours, du lundi au jeudi sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité avec au sommaire de ce 16 décembre, François Bayrou à la recherche de poids lourds pour son gouvernement. Qui peut-il convaincre? À quoi servent ces consultations menées aujourd'hui et demain des lepénistes aux communistes? Y a-t-il une méthode Bayrou? Quelles sont ses relations avec le président de la République? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis chaque soir, cette semaine, on se projette sur l'actualité internationale des prochains mois avant de scruter les perspectives aux États-Unis, en Chine, en Ukraine, direction le Proche-Orient où l'année 2024 a rebattu les cartes au profit d'Israël. Les événements historiques dont nous sommes témoins aujourd'hui sont une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne du pilonnage du Hamas à la décimation du Hezbollah, au ciblage de Nasrallah, au coup que nous avons porté à l'axe de la terreur du régime iranien. Et tout cela s'est produit, comme l'a souligné le président Trump cette semaine, grâce à Israël et à ses succès militaires. À quel point l'Iran est-elle affaiblie? La Syrie peut-elle retrouver son unité? Quel destin pour Gaza? On se demandera tout à l'heure si l'année 2025 peut ouvrir enfin des perspectives de paix. Mais d'abord, le premier défi de François Bayrou, constituer un gouvernement à l'assise politique la plus large possible. Fabien Recker. À la recherche d'une majorité pour faire voter un budget, François Bayrou consulte. Au menu des discussions, les contours d'un possible pacte de non-censure en échange de la promesse de ne pas recourir au 49.3. Envisageable pour les socialistes, encore faut-il se mettre d'accord sur le programme du futur gouvernement. Nous sommes restés sur notre faim, nous n'avons pas encore d'indications précises sur la façon dont le Premier ministre entend gouverner. Nous n'avons rien signé, il n'y a pas d'accord de non-censure. Il y a pour l'instant des gens qui sont en discussion. Mais comment élargir à gauche sans perdre le soutien des LR ? Équation quasi impossible pour François Bayrou, qui devra trancher le cas de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur est un véritable chiffon rouge pour la gauche, mais la droite veut le voir rester au gouvernement, comme l'a rappelé Gérard Larcher. Il est apparu comme l'homme fort de ce gouvernement, et les Français ne s'y trompent pas. Alors oui, il faut de la continuité dans l'action publique, et je demande qu'il soit reconduit au ministère de l'Intérieur. Quant à Marine Le Pen, patronne du premier groupe politique à l'Assemblée nationale, elle a affirmé avoir été écoutée par le Premier ministre, tout en dénonçant les tentatives d'accord de non-censure entre les forces politiques de l'arc républicain. Je considère que ces tractations sont indignes, parce que renoncer encore une fois à la Constitution m'apparaît problématique. Donc personne ne doit renoncer à aucun des outils qui nous ont été donnés par la Constitution et qui font partie du fonctionnement démocratique normal. Les consultations doivent se poursuivre demain avec les autres forces politiques, à l'exception des Insoumis qui ont refusé l'invitation. François Bayrou se rendra ensuite à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Comment tenir plus de 3 mois? C'est certainement l'une des questions que se pose François Bayrou et c'est le titre de notre débat avec Lucille Schmitt. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du think tank du Cercle de réflexion La Fabrique écologique. Jean-Daniel Lévy, bonsoir et bienvenue. Directeur délégué Harris Interactive. Antoine Oberdorf, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, journaliste politique à l'Opinion. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique. Des poids lourds dans son gouvernement. Voilà ce qu'espère François Bayrou, Lucille Schmitt. Est-ce que c'est un vœu pieux? Vous voulez parler de poids lourd de gauche, poids lourd de droite en fait. C'est ça la question. Je vais essayer d'être le plus conciliant possible, parce que c'est déjà suffisamment compliqué de former ce gouvernement. Non, moi je pense que le sujet c'est l'équipe, c'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas viser à avoir des poids lourds. Il me semble que les poids lourds de gauche et les poids lourds de droite sont incompatibles. En tout cas, ce n'est pas la culture politique française de faire coalition de la droite à la gauche comme en Allemagne. Et que ce qui serait plus intéressant, c'est de trouver peut-être des jeunes Turcs, comme on dit, qui puissent se dire qu'ils sont intéressés par le changement de culture politique, une meilleure culture parlementaire, et donc trouver des personnes qui soient moins connues et surtout faire en sorte que les débats ne soient pas préemptés, comme par exemple vous citiez Gérard Larcher qui dit qu'il n'est pas question qu'il y ait un gouvernement sans Bruno Retailleau. C'est compliqué parce que Gérard Larcher, ce n'est pas lui qui constitue le gouvernement. Donc à partir du moment où les pressions se multiplient du côté, je ne sais pas ce qu'a dit Gabriel Attal par exemple, il n'est pas question qu'il y ait un gouvernement sans un tel ou un tel. C'est compliqué pour François Bayrou, mais je crois qu'il faut qu'il s'abstrait de ça et que ce qui est essentiel, c'est que donc il trouve moyen de constituer une équipe qui donne le sentiment qu'elle peut travailler ensemble, qui n'est pas en plus
deux camps déjà dans le gouvernement. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura la gauche qui parlerait qu'à la gauche, et de l'autre côté, il y aura la droite qui parlerait qu'à la droite. Et puis, il y aurait François Bayrou qui ferait des arbitrages au jour le jour. Ça, c'est évidemment un échec annoncé. Jean-Daniel Lévy, comment les Français perçoivent l'arrivée de François Bayrou à Matignon? Vous avez sorti une enquête flash juste après sa nomination. Qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort deux enseignements principaux que l'on peut avoir. Le premier enseignement, c'est qu'il y a aujourd'hui une confiance qu'on va qualifier de mesurée à l'égard de François Bayrou. Un peu moins de 4 Français sur 10 déclarent lui accorder sa confiance. Et puis le deuxième enseignement, c'est entre guillemets qu'on a eu la chance d'avoir d'autres premiers ministres qui ont été nommés depuis 2017. Et quand on étalonne la mesure effectuée de François Bayrou par rapport à d'autres personnes, c'est le plus bas. Il est assez nettement plus bas, par exemple, qu'Elisabeth Borne, qui était celle qui était la moins appréciée, en tout cas pour laquelle la confiance apparaissait comme étant la plus faible. Si on prend Édouard Philippe, c'était quasiment inverse. C'est-à-dire qu'il y avait 60% d'opinion favorable. Une confiance majoritaire, exactement. Là, donc, il y a cette situation-là. Peut-être que ce n'est pas lié uniquement d'ailleurs à François Bayrou et que lorsque les Français répondent, ils tiennent compte également des conditions de son arrivée. Alors, pas forcément des altercations du vendredi matin, mais également du fait qu'il y a eu la censure, des difficultés que rencontre le président de la République, du positionnement de la part des différentes formations politiques dont François Bayrou ferait les frais d'une manière générale. Et puis, il y a peut-être un deuxième aspect, c'est qu'on connaît tous ici, autour de cette table, François Bayrou, on connaît son histoire politique, mais tout le monde ne la connaît pas. Et quand vous regardez aujourd'hui, les personnes qui sont âgées de moins de 35 ans, par exemple, connaissent très peu, en fait, François Bayrou en tant que tel. On se rappelle qu'il a été ministre, mais il ne l'a pas été pour les plus jeunes générations. Et que le fait qu'il soit amené à faire travailler la gauche et la droite, qui avait été son positionnement dès l'élection présidentielle de 2007, c'est assez loin pour un certain nombre de nos compatriotes. Et donc, il n'apparaît pas forcément auréolé immédiatement de la part de la totalité des Français qu'on interroge de cette position politique qui constitue une partie de son engagement, en tout cas au cours de ces 20 dernières années. Antoine Oberdorf, à part l'âge, quelle similitude ou quel point commun vous voyez entre François Bayrou et son éphémère prédécesseur Michel Barnier? Il y a d'abord la appartenance commune au groupe des Rénovateurs, on le sait, ce groupe constitué de 12 poids lourds politiques de l'époque, à la fin des années 80, 6 UDF, 6 RPR. Bon, mais ça il voulait changer la droite. Voilà, il voulait changer la droite et aujourd'hui, on a besoin, au fond, de changer l'esprit de notre régime. Or, très honnêtement, j'étais à Matignon aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est quand même un François Bayrou qui est cerné, pour ne pas dire ligoté par les lignes rouges des uns et des autres, et qui patauge d'ores et déjà dans le régime des partis. Les vœux, finalement, qui sont formulés par François Bayrou sont peu ou prou les mêmes qui étaient ceux de Michel Barnier. Un gouvernement resserré, avec des poids lourds, et si possible, une ouverture à gauche. Et très rapidement, on est en train de se poser la question si on ne va pas finalement avoir un casting gouvernemental qui s'apparentera à un gouvernement Barnier bis. Peut-être avec moins encore d'ouverture à gauche, puisque les débauchages seront extrêmement compliqués. Et au fond, le casting gouvernemental importe moins que la méthode qui sera appliquée. On en parlera peut-être. Oui. Ça serait une illusion de penser que François Bayrou, par son poids politique, son expérience ministérielle qui remonte de 93 à 97, sous le gouvernement Balladur notamment, ce serait une illusion de penser que cette expérience-là suffirait à faire de lui un pare-feu pour le président de la République. En réalité, avec François Bayrou, Emmanuel Macron est quand même un petit peu en train d'épuiser les bonnes volontés. Et c'est ça que traduit, je pense aussi, l'érosion de la confiance que l'on attribue à la personnalité de François Bayrou. Avec un fait quand même marquant, on ne va pas y passer tout le débat, mais François Bayrou, il assiste ce soir au conseil municipal à Pau. Il ne veut pas renoncer à son mandat de maire, Lucille Schmitt. C'est quand même moi, je trouve que c'est un drôle de message qu'on envoie quasiment le premier jour de son mandat, ou alors de sa fonction à Matignon, ou alors vous dites, tiens, pourquoi pas, il refuse de se couper du terrain. Comment vous l'analysez ? En fait, je suis ambivalente par rapport à ça, parce que je regardais les images et je me disais, tiens, on va s'intéresser au conseil municipal de Pau, c'est une première. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose là-dedans de l'idée de se reterritorialiser, de se reconcrétiser, et qu'il y a ce sentiment, vous savez qu'il y a donc 2 vies politiques en France, qui est un des sujets de prédilection, qui a aujourd'hui une vie politique locale qui est enracinée dans une forme de réalité, et puis qui a cette vie politique nationale complètement en apnée, et en plus de plus en plus resserrée, parce que d'une certaine manière, Emmanuel Macron avait de moins en moins le choix de ses premiers ministres. Donc on est dans une situation où l'Assemblée nationale tourne en rond,
où le Sénat, peut-être, c'est un peu meilleur. Hein, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Mais en tout cas, on a le sentiment que le lien entre les Français et ceux qui sont élus se passe aujourd'hui davantage dans la vie municipale ou dans la vie départementale, dans la vie qui est territorialisée. Et donc, François Bayrou peut aussi donner un message par rapport à ça, un message de respect déjà des habitants de cette ville, et puis un message qui est qu'au fond, les affaires importantes peuvent se traiter ailleurs qu'à Paris. Et je pense que c'est quand même une des grandes... Non, mais c'est quand même... Pardon, je souris parce que je suis en train de penser à ma question suivante. Je ne souris pas sur ce que vous dites. Mais moi, il ne faut pas aller trop vite, vous savez, dans la vie politique concrète. Moi, je pense que là, il y a quelque chose, en tout cas, d'assumer une différence que je trouve intéressante. Évidemment, le problème, c'est qu'il a dû y aller en avion, mais ça, c'est un problème. C'est sûr que le bilan écologique de cet aller-retour n'est pas idéal. Mais je pense qu'il y a quelque chose du fait de se décaler par rapport à ce rythme infernal qu'on vit maintenant depuis des mois, qui est intéressant parce qu'il y a un moment où on se dit, mais il faut atterrir. Vous vouliez... Oui, parce que, alors évidemment, la critique jacobine de François Bayrou, elle est bien connue, elle est intéressante. D'ailleurs, quand il parle du mur qui se serait dressé sous l'ère du septennat Macron maintenant, entre les Français et leurs représentants, c'est intéressant. Néanmoins, je trouve quand même aussi que à un moment où on a une crise ouverte suite au passage du cyclone à Mayotte, on est en droit de se dire que chaque seconde utile du temps utile du Premier ministre devrait être consacré à la gestion de cette situation de crise et puis à moyen terme à la composition de son gouvernement et au fait de trouver des équilibres qui lui permettront de trouver un chemin praticable dans l'Assemblée nationale, ce qui est loin d'être gagné. Un mot là-dessus, peut-être, Jean-Daniel Lévy, peut-être aussi, notre titre, c'est « Comment tenir plus de 3 mois ?» Peut-être qu'il prépare aussi ses arrières. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut aussi l'analyser comme ça, en se disant, est-ce qu'il croit en lui-même, quoi ? C'est probablement une des questions que doivent se poser les Français, en se disant, de toute façon, quand ils sont au pouvoir, ils cherchent toujours à aménager la chèvre et le chou et à s'offrir une forme de porte de sortie. Et c'est vrai qu'en restant maire, rien ne l'interdit d'ailleurs de rester maire, en tout cas du point de vue de nos institutions, il est peut-être en train d'essayer de faire en sorte de garder la main à Pau pour, si jamais son affaire ne devait pas durer très longtemps, revenir à Pau et avoir une place, entre guillemets, qui lui soit garantie. Le simple fait même que vous, en termes de bandeau, vous ayez utilisé le terme « tenir 3 mois », on va dire que c'est une ambition assez limitée. Oui, en même temps, on finit une année à 4 premiers ministres. On finit une année à 4 premiers ministres et qu'on est face à la manière dont Emmanuel Macron avait présenté non seulement la dissolution, mais également le temps qu'il avait consacré à nommer Michel Barnier complètement à l'emporte-pièce par rapport à ces orientations-là. On se rappelle que lorsque Emmanuel Macron avait dit « je prends du temps avant de nommer un Premier ministre », en l'espèce Michel Barnier, c'est pour m'assurer de la stabilité de nos institutions. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors on va revenir sur les conditions de la nomination de François Bayrou. Mathieu, je commence avec vous. Comment caractériser, quelle relation entretiennent François Bayrou et le président de la République, Emmanuel Macron ? Elles promettent de ne pas être aussi simples qu'on aurait pu le penser. Macron-Bayrou, c'est l'histoire d'un accord politique d'abord, noué en février 2017. À un moment où le jeune candidat patinait dans les sondages et où le vieux centriste comprit qu'il valait mieux pour lui renoncer à sa 4e tentative à l'élection présidentielle plutôt que de finir une nouvelle fois dans les choux. Alors les deux hommes, ils ne se connaissaient pas, ils ne se tenaient pas non plus dans une très haute estime à l'époque. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris même à s'apprécier depuis, même si leur tempérament s'accroche parfois et qu'un malentendu subsiste. En gros, François Bayrou, il a la conviction qu'Emmanuel Macron n'existerait pas sans lui. Et quant à Emmanuel Macron, il a le sentiment que François Bayrou n'existerait plus sans lui, ce qui est quand même très différent. Le président a d'ailleurs hésité à le nommer, mais le Béarnais a joué son rôle favori, celui du paysan madré à la foire aux bestiaux, pour tordre le bras d'Emmanuel Macron et s'imposer à Matignon, ce qui augure entre nous peut-être d'une nouvelle forme de cohabitation psychologique entre le président et son Premier ministre. Oui, parce qu'on peut imaginer que François Bayrou va vouloir marquer son indépendance. Il a déjà commencé. Emmanuel Macron lui avait dit de réunir au plus vite les chefs de parti hors RN et LFI, un peu dans une grande réunion comme il l'a fait lui-même, Emmanuel Macron, mardi dernier à l'Élysée. Et qu'est-ce qu'a fait François Bayrou ? Tout l'inverse. D'abord, il n'a pas invité les chefs de parti, mais les chefs de groupe parlementaires. C'est important parce que c'est une différence. Ensuite, il les a reçus les uns après les autres et pas tous ensemble. Et puis, il a même invité RN et LFI qui a fini par boycotter la réunion. Mais bref, le RN y est allé. Alors, les consultations ne sont pas terminées, que déjà un autre accrochage se profile à propos de la composition du gouvernement. François Bayrou, on l'a dit, il veut des poids lourds, venus de la droite, de la gauche et du centre.
autant de noms qui ne devront rien, si ce sont des poids lourds, autant de noms qui ne devront rien au président. Et si le Premier ministre n'entend pas contester au président ses arbitrages dans les fameux domaines régaliens, il ne cédera rien sur les autres Marocains. Je serai un Premier ministre de plein exercice et de complémentarité, a prévenu François Bayrou hier dans la Tribune dimanche. Et dans cette phrase, vous avez surtout retenu l'expression « je serai un ministre de plein exercice ». Oui, c'est ça qui compte, oui, effectivement. Est-ce qu'ils sont au moins d'accord sur la politique à suivre? Alors, il faut le dire vite, oui, sur l'essentiel, mais quand on regarde dans le détail, Emmanuel Macron risque de ne pas trouver en François Bayrou le gardien du temple macronisme qu'il espérait pour son bilan. Parce que le centriste s'est jamais caché, il n'a jamais... C'est vraiment empêché, j'allais dire, de donner son avis depuis 7 ans, et il fut parfois critique, voire très critique. Alors on a en mémoire, évidemment, ces critiques de la réforme des retraites telle qu'elle fut conçue et menée à la fois sur la forme et sur le fond. Mais on les évoquait aussi, vous vous souvenez, le coup de sang de François Bayrou en février dernier, lors de la composition du gouvernement Attal. Là, il avait dénoncé exactement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le mur qui séparait Paris des territoires. Parce que c'était un gouvernement très francilien, et pas dire parisien. Même c'était une espèce de procès de l'exercice du pouvoir macroniste. Puis il avait aussi critiqué notamment beaucoup la politique éducative. Quant à ses troupes, on peut regarder un peu ce que vote le MoDem ou ce que veut le MoDem. Les troupes, elles ont souvent voté, dernièrement en tout cas, avec des socialistes par exemple, sur des mesures jugées bien trop à gauche par Emmanuel Macron, et notamment en matière fiscale. Donc voilà, vendredi, lors de la passation de pouvoir, François Bayrou, vous vous souvenez, a ironisé en paraphrasant François Mitterrand au soir de son élection. Enfin, les ennuis commencent. Reste à savoir pour qui, pour lui ou pour Emmanuel Macron. Oui, effectivement, on peut se poser la question. Tiens, je voudrais revenir sur cette altercation. Alors, je ne sais pas quel terme employer sur ce qui s'est passé vendredi matin. Est-ce que c'était vraiment très dur entre les deux hommes? Est-ce qu'il y a une part de storytelling de la part de François Bayrou pour donner le sentiment qu'il a arraché sa nomination avec les dents? Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu penser qu'effectivement, y compris d'ailleurs l'Élysée, aurait pu avoir intérêt à dramatiser particulièrement cette nomination pour que enfin nous sortions du parfum de cohabitation pour parler d'une véritable cohabitation. Ouais. Bon, en vérité, les rapports entre les deux hommes ont été véritablement tendus. Et il n'est pas excessif de parler d'un chantage dans la manière dont les choses se sont passées, sitôt que François Bayrou a entendu, à 8h30 en particulier, et même d'ailleurs au milieu de la nuit, le nom de Sébastien Lecornu qui lui était évoqué, et qu'on lui faisait l'injure de penser qu'il pouvait être un vulgaire numéro 2 dans un gouvernement, il est monté vraiment sur ses grands chevaux et il a fait valoir son tempérament. Sébastien Lecornu, soit dit en passant, on apprend notamment chez nos confrères de l'Express que lors de sa nomination au poste de ministre des Armées, il avait eu une phrase assassine à son égard en disant « Vous partez à la guerre avec Sébastien Lecornu, vous ? Moi pas. » Voilà. Donc, voyez un petit peu... Ce que François Bayrou avait dit de Sébastien Lecornu. François Bayrou avait dit de Sébastien Lecornu. On peut en dire autant, en réalité, de petites marques de mépris comme ça à l'égard de bon nombre de macronistes. Les propos de François Bayrou à l'égard de Gabriel Attal n'étaient pas non plus très aimables. Donc, les conditions de sa nomination... Ça me rappelle ce qu'on a commencé à dire assez vite sur la cohabitation entre Michel Barnier et les macronismes après quelques jours ou quelques premières semaines. Des propos injurieux et pour le coup offensants de certains macronistes à l'égard de Michel Barnier qui parlait d'hibernatus sortant de ses glaces, c'était vraiment pas très agréable. Mais sur l'interprétation de ce qui s'est passé, des circonstances rocambolesques, certains ont dit que, quelque part, François Bayrou avait pris un ascendant psychologique sur Emmanuel Macron et que, par conséquent, ce serait une marque d'indépendance qu'il était en train de lever l'effet sparadrap du bilan d'Emmanuel Macron. J'ai une analyse un peu inverse. Je pense que les circonstances de sa nomination ont révélé que le roi était nu et que si, en tout cas du point de vue de la gauche, si Emmanuel Macron est à ce point capable de manger son chapeau et de céder à un chantage qui est un chantage basé sur 30 députés MoDem, quand même, une trentaine de députés MoDem. 36 exactement, merci. Oui. Ils peuvent absolument pousser leur avantage et eux-mêmes devenir les maîtres. On va en parler de la gauche dans un instant, mais le fait de se démarquer du président de la République, Jean-Daniel Lévy, c'est quoi? C'est un impératif tout simplement pour François Bayrou vis-à-vis de l'opinion? Ah oui, c'est un impératif, mais ça va être difficile. C'est un impératif parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de critiques qui sont émises à l'égard d'Emmanuel Macron. Dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est pas compliqué. Toutes les personnes qui ont été relativement proches du président de la République baissent tendanciellement depuis l'annonce de la dissolution, quel qu'ait été leur positionnement politique, y compris Gabriel Attal, dont on sait que
que ce n'était pas forcément le plus grand défenseur de cette dissolution. Et donc, l'enjeu premier pour, j'allais dire pour Michel Barnier, mais pour François Bayrou... Oui, bah oui, on a à peine eu le temps de s'habituer. C'est d'arriver, mais comme vous, je pensais à la phrase d'après, oui. pour François Bayrou, c'est d'arriver à montrer, en fait, que quel qu'il soit, quelle que soit la composition de son gouvernement, il y aura des orientations qui seront différentes de celles qui ont été prises par les gouvernements précédents. Mathieu Croissano, vous avez remarqué tout à l'heure qu'il y avait eu, et c'est vrai, des votes de députés MoDem qui étaient radicalement opposés à la ligne politique d'Emmanuel Macron, et si je ne raconte pas de bêtises, notamment sur la question des super-profits qui avaient été mis en place. Mais est-ce que les Français l'ont vu? La réponse est non. Et ce qui est assez frappant, c'est que un des reproches principaux qui était effectué à l'égard de Michel Barnier, de la part de ceux qui étaient ses contempteurs, enfin en tout cas d'un point de vue d'opinion, quelle que soit sa ligne politique, bien qu'il vienne des Républicains, c'était il applique la politique d'Emmanuel Macron. Donc en 3 mois, Michel Barnier, il avait ses traits d'image qui lui étaient propres, mais malgré tout, pour plus d'un Français sur 2, il était quand même le Premier ministre qui avait été choisi par Emmanuel Macron et qui appliquait globalement la ligne politique et économique qui était portée par le président de la République. Alors on va se poser la question d'une méthode Bayrou, et vous évoquiez effectivement la façon dont il s'est très vite démarqué de la feuille de route donnée par le président de la République sur ces consultations qui ont démarré ce matin. Il a invité tous les présidents de groupe à l'Assemblée par ordre de poids en nombre de députés, et donc c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ont ouvert le bal ce matin à Matignon. Je sais que le Premier ministre est attaché à la proportionnelle, et il m'apparaît que c'est un chantier, comme je lui ai dit, qui devrait être peut-être pas prioritaire, parce que la priorité c'est évidemment le budget, mais devrait être juste après le budget une priorité pour permettre que l'ensemble des Français puissent être représentés et peut-être trouver un mode de scrutin qui permette également de faire émerger une majorité. Le Rassemblement national, donc exclu par Emmanuel Macron la semaine dernière, convié en premier aujourd'hui par François Bayrou. Lucie Schmitt, il y a un côté politique façon gribouille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce qu'on peut en retenir de ce mouvement de balancier, là. C'est un mouvement de balancier qui montre qu'on nous dit toujours que la Constitution de la Ve République est plastique et qu'on était dans une lecture très présidentielle, et je nous écoutais avec l'idée de est-ce qu'il a été contre Macron ou est-ce qu'il est complémentaire de Macron. De toute façon, le sujet, c'est plutôt est-ce que François Bayrou est complémentaire du Parlement. C'est là que ça va se jouer, quoi. Aujourd'hui, il faut imaginer ce nouveau lien avec les parlementaires. Et du coup, je ne sais pas si c'est de la politique de gribouille. Moi, de toute façon, je pense que le Front républicain, c'est une chose, et ça a fonctionné en juillet. L'arc républicain, on a le sentiment que c'est un sujet piégeux, visiblement, quand on est Premier ministre. On a vu comment ça avait piégé Michel Barnier, etc. Et donc, il y a une question sur... et je pense que ce n'est pas à Emmanuel Macron de donner ses conditions et sa méthode à François Bayrou. Je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron comprenne... Est-ce que c'était à lui, pardon de vous interrompre, mais est-ce que c'était déjà à lui de recevoir les partis politiques à l'Élysée la semaine dernière? Moi, je pense que non. Après, il y a le sujet aussi d'une sorte de passivité parlementaire, si vous voulez. C'est-à-dire que la question, je l'avais déjà dit sur ce plateau, c'est qu'au fond, j'aurais aimé que, d'une certaine manière, le Parlement, l'Assemblée nationale, les députés se ressaisissent de au fond, une sorte d'initiative, parce qu'on est dans un moment où, en fait, il faut inventer une nouvelle lecture constitutionnelle. Donc, c'est peut-être gribouille, mais la question, c'est que si gribouille débouche sur un gouvernement opérationnel, ça serait merveilleux, et que de toute façon, le tâtonnement, vous savez, quand on est écologiste, on est habitué au tâtonnement, et donc là, il y a une nouvelle méthode démocratique à inventer, et d'une certaine manière, la prise de distance avec Emmanuel Macron, elle est bénéfique. Si ensuite, ceux qui sont dans les partis, ceux qui sont dans les groupes, ne s'associent pas au tâtonnement, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que si ensuite, à chaque fois que chacun est reçu, dit « non, mais je ferai rien parce que s'il y a machin, j'y vais pas », évidemment, ça va faire de plus en plus gribouille, ça fera gribouille collectivement. Mais le tâtonnement me semble être quelque chose de nécessaire, et la prise de distance avec Emmanuel Macron, je pense qu'elle est bénéfique. Il faut imaginer un lien avec le Parlement. On parlera du Parti socialiste dans un court instant, mais avec cette question qui vaut aussi pour le PS d'ailleurs du bras de levier, du poids ou de l'influence du Rassemblement national, puisqu'on parlait de Marine Le Pen. Écoutons le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, qui était l'invité du grand jury RTL Public Sénat hier. Il y a des mesures symboliques. Je crois que sur les retraites, M. Bayrou était hostile à cette réforme des retraites dans la manière où elle s'est faite. Peut-être va-t-il revenir sur cette réforme des retraites. Là, vous avez 75% des Français qui y sont opposés, et au sein même de l'Assemblée nationale, une énorme majorité qui n'en veut plus. Il va bien falloir qu'il en tienne compte. Si François Bayrou n'abroge pas la réforme des retraites, vous le censurerez? Ça posera un problème.
Alors, la question centrale, c'est, Antoine Oberdorf, je commence avec vous, Mathieu, vous voulez aussi prendre la parole. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure que pour Michel Barnier ? Complètement. Mais c'est, je veux dire, les expressions, même des cadres du Rassemblement national, je parlais encore dernièrement de l'entourage de Marine Le Pen, sont troublantes de ressemblance avec ce que nous entendions au début du gouvernement Barnier. Ils appréciaient à la fois les marques de respectabilité qui leur étaient données, mais lorsqu'il a fallu faire bouger leurs lignes rouges, les surligner, en rajouter au fur et à mesure de manière à faire tomber Michel Barnier, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Et en fait, au fond, c'est ça, c'est la sincérité en réalité des concessions et des engagements que seront prêts à prendre les uns et les autres qui va être en jeu. Alors, sauf que, Mathieu, la relation Bayrou-Le Pen n'est pas tout à fait la même que la relation... Alors, d'abord, la relation Bayrou-Le Pen, elle est, je veux dire, cordialement républicaine. François Bayrou, dans ses convictions démocrates, a toujours jugé important et nécessaire que le Rassemblement national, autrefois Front National, puisse se présenter aux élections, même si c'était pour les combattre politiquement. Mais on se souvient qu'il a donné son parrainage à Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Après, je pense que la situation a un peu changé par rapport à septembre dernier, parce qu'il y a quand même eu un gros bouger, et on va y venir, qui est celui de la gauche, et qui change complètement la donne. Parce que sur le papier, arithmétiquement, on a déjà parlé sur ce plateau, le Premier ministre peut se passer du Rassemblement national et le renvoyer dans le camp de l'opposition. À condition que la gauche ne vote plus la censure. À condition que la gauche ne vote plus la censure. Mais ça change quand même l'équation. Tant que la gauche disait on vote la censure de façon automatique et un peu bestiale, comme l'avait décrété Jean-Luc Mélenchon, dès la nomination du Premier ministre, et puis au budget, et puis à chaque projet de loi, elle n'avait plus d'influence, elle n'avait plus d'importance, puisque son vote était une constante. À partir du moment où la gauche peut jouer le jeu, l'ambiguïté stratégique de la gauche. Voilà, l'ambiguïté, exactement. Le Rassemblement national se retrouve cornérisé. Ce qui est le but de la manœuvre, de toute cette manœuvre de non-censure, c'est de cornériser à la fois le Rassemblement national et les Insoumis, puisque à eux deux, ils n'ont que 210 députés, 211, et donc ils ne peuvent plus faire la pluie et le beau temps. Sur ce que les Français attendent, Jean-Daniel Lévy, vous avez demandé quel ministre il souhaite voir rentrer au gouvernement. Souhaitez-vous que le futur gouvernement soit composé de ministres issus... Alors, la société civile arrive en premier, 62%. Il n'y a pas besoin de faire de sondage pour ça, c'est toujours le cas. C'est ce que j'allais vous dire, ça c'est presque... Et on le lit, mais on le lit et on l'oublie, mais bref. Et puis ensuite, c'est le PS, 55%, Républicains, 53%, Modem, Rassemblement National, 47%, Horizon, 46%, LFI arrive loin derrière. En fait, il y en a un peu pour tout le monde, évidemment, dans la liste. Comment vous l'analysez ? Bon, la société civile, c'est presque entre guillemets un non-sujet, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas une surprise. En tout cas, non, c'est pas une surprise. Et puis on sait qu'en général, les ministres issus de la société civile ont rencontré des difficultés à pouvoir survivre dans les équations politiques. Oui, c'est suffisamment flou pour plaire à tout le monde. Enfin, bref. Ça peut être relativement flou, et en tout cas, ça donne le sentiment qu'on a des personnes qui connaissent entre guillemets vraiment la vie et qui ne sont pas inféodées à des formations politiques ou à des contraintes qui seraient extérieures à la mission qui leur serait confiée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même quelques formations politiques qui sont là. Je vous en avais parlé, par exemple, pour le Parti socialiste et autres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand vous regardez par proximité politique, les électeurs de chacune des formations politiques souhaitent plus que la majorité des Français, que leur formation politique soit représentée. C'est-à-dire que quand vous interrogez les sympathisants socialistes, quand vous interrogez les sympathisants républicains, voire même quand vous interrogez les sympathisants de la France insoumise, plus que la moyenne des Français, ils souhaitent qu'il puisse y avoir des ministres qui soient issus de leur formation politique, qui soient présents au gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'au final, souvent, il vaut mieux être dedans qu'il faut être dehors. Et que globalement, dans l'attitude générale que l'on attend de la part des responsables politiques, c'est justement qu'ils soient responsables et qu'ils prennent le plus possible leurs responsabilités, sans se dire qu'il y a toujours des éléments de cohésion gouvernementale, qu'ils ont des idées, qu'ils ont la vocation à aller le plus loin possible pour pouvoir être amené à les porter. Et le gouvernement fait partie de ce débouché. Et alors justement, c'est intéressant, notamment pour les socialistes, chapitre comme prévu, comme promis, consacré à la stratégie du PS. On va écouter pour ouvrir ce chapitre le député macroniste, Roland Lescure, un temps cité comme Premier ministre potentiel. L'équation politique du gouvernement Barnier, c'était qu'il dépendait, comme un empereur romain, de la capacité... Pouce levé ou pouce baissé, vous faites. Pouce levé, pouce baissé. Madame Le Pen avait droit de vie ou de mort sur ce gouvernement. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. L'équation politique aujourd'hui, elle est claire. Il faut élargir. Moi, j'ai vu avec intérêt les énormes bougées du Parti socialiste et d'une partie de la gauche ces dernières semaines. Il faut que les socialistes entrent au gouvernement Bayrou. En tout cas, moi, j'aimerais que ce soit le cas. C'est pas facile.
Et j'accueille Jonathan Dupriez. Bonsoir Jonathan. Vous avez scruté particulièrement la stratégie, la position des socialistes. Oui, absolument. Parce qu'en fait, depuis l'arrivée de François Bayrou à Matignon, on a un peu l'impression que le PS tente une forme de coup. Le parti à la rose, et il serait un peu en arbitre de ce jeu politique à venir. Et donc pour cela, ils surfent un peu sur une ligne de crête. Les socialistes, ils refusent quand même formellement d'intégrer le gouvernement, jugés macronistes, et donc ils resteront dans l'opposition. Mais la nuance se trouve ici, Thomas. Le PS ne censurera pas a priori ce gouvernement, car en fait, ils attendent de François Bayrou des garanties, même si le chemin semble encore très loin d'être tracé. Écoutez Olivier Faure à ce sujet. Nous cherchons à comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions être amenés à ne pas censurer le gouvernement. Et donc, nous étions prêts à gouverner en étant ouverts au compromis. Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il qu'un chemin soit ouvert. Alors on rentre dans le détail, Jonathan, que veulent négocier les socialistes? Les socialistes, ils veulent un accord de non-censure. Autrement dit, le PS pourrait s'abstenir de censurer le gouvernement si et seulement si François Bayrou s'engageait à ne pas utiliser le 49.3 pour passer en force ses futurs textes, ses textes budgétaires. Si le PS pose ces conditions, c'est surtout parce que la formation, elle compte 66 députés à l'Assemblée nationale et donc elle est devenue une sorte de force pivot. Donc sans le soutien des socialistes, LFI et le RN, à eux seuls, ne pourraient pas avoir la majorité nécessaire pour censurer le gouvernement. Mais c'est un accord de non-censure qui divise au sein même du PS. L'ancien président François Hollande, notamment, n'est pas pour. Il faut manier cet argument avec précaution. Parce que ça voudrait dire, si on dit on n'utilise pas le 49.3, qu'il faudrait que les socialistes adoptent le budget ou s'abstiennent sur le budget. Et s'ils ne sont pas d'accord, comment ils font? Donc, je crois qu'on va attendre d'avoir cette épreuve devant nous. Je pense que la bonne manière de faire, c'est que le gouvernement cherche à satisfaire le plus possible les amendements en tout cas des socialistes. S'il ne le fait pas, il s'expose, c'est vrai. Voilà, et Olivier Faure, tout à l'heure, est sorti bredouille de la réunion à Matignon. Pour l'instant, l'accord de non-censure est au point mort. Oui, effectivement, on en est au point mort. Mais alors, il y a d'autres demandes socialistes. Oui, tout à fait, Thomas. Le parti espère d'autres avancées, notamment une conférence sociale sur les retraites, la taxation des hauts revenus ou encore que le gouvernement renonce à une future loi immigration. D'autres conditions aussi sur le casting gouvernemental pourraient émerger, notamment si un profil jugé un peu trop RN compatible venait à rester au gouvernement. Par exemple, Bruno Retailleau s'il restait à Beauvau. Donc c'est un bras de fer qui va encore durer quelques jours, peut-être quelques semaines, il faut s'y attendre. Si le gouvernement en tout cas n'accède pas à cette liste de courses du PS, en tout cas les socialistes n'excluent pas à terme de rebrandir à nouveau la menace de la censure. Merci beaucoup Jonathan. Lucille Schmitt, est-ce que pour vous le PS est en position de force aujourd'hui? Il est dans une meilleure position ça a été dit par l'ensemble d'entre nous, dans une meilleure position qu'il y a quelques jours. Il est en même temps face à la nécessité d'être plus précis dans ses demandes. En fait, moi, ce qui me frappe dans le reportage, c'est que quand on les écoute, en fait, chacun parle beaucoup, chacun s'accroche, comme on vient de le dire, aux lignes rouges. Chacun s'accroche aux lignes rouges, ce qui permet de ne pas définir le contenu de ce qu'on peut partager. Et au fond, on voit bien qu'on est encore une fois dans un moment de transition politique et démocratique. C'est-à-dire que, vous savez, en Allemagne, par exemple, lorsqu'on fait une coalition qui peut sembler contre nature entre les libéraux, les socialistes et les écologistes, eh bien, en fait, on discute pendant 3 mois autour d'un contenu programmatique, mais tout le monde se met autour de la table. Et donc, tout le monde discute assez précisément dans le détail le contenu programmatique, qui, par ailleurs, lorsqu'on est ensuite au gouvernement ensemble, pourra évoluer en fonction de la réalité du contexte. Là, on voit bien que chacun, avant même de se mettre autour de la table, dit « je ne suis pas d'accord avec ça », ou en tout cas, ça, c'est ma condition pour y aller. Et donc, ce fait qu'on ait beaucoup de conditions, par exemple, je trouve ça très intéressant que François Hollande ait parlé du fait qu'il ne fallait peut-être pas se donner le 49.3 avant même de savoir ce qu'il y a dans le budget. Je trouve que François Hollande a hyper raison. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le budget? C'est pas de dire s'il y a un 49.3, on n'est pas d'accord à l'avance, avant même de savoir ce qu'il y a réellement dans le contenu. Donc, en fait, le sujet, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, les partis politiques, et le Parti socialiste comme les autres, mettent des lignes rouges, n'entrent pas dans les contenus, et du coup ne définissent pas assez le projet de société sur lequel ils pourraient se mettre d'accord sur la non-censure. Antoine Oberdorf, vous signez un papier dans l'Opinion, vous racontez les liens. Alors, il n'y a pas seulement avec Mickaël Delafosse, le maire PS de Montpellier, mais les liens entre François Bayrou et Mickaël Delafosse qui remontent... Ah oui, qui remontent à très très longtemps. Ouais. Lorsque Mickaël Delafosse n'était pas encore encarté au Parti socialiste et qu'il était leader lycéen, et qu'il avait notamment été mandaté en 1995 par François Bayrou au sein de la commission Fourou, siégé à un certain nombre de sommités
comme Pierre-Rosan Vallon, Michel Serres, qui réfléchissaient à la réforme du système éducatif. Oui. Ça fait quand même un lien un peu ténu pour se sentir tenu à une forme de cohésion gouvernementale ou de collégialité. Avec François Bayrou, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'appelais de manière pas totalement innocente Michaël Delafosse pour savoir si, par exemple, dans l'hypothèse où il lui serait proposé le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on sait que François Bayrou ne serait pas contre le fait de remplacer Anne Genetet, est-ce qu'il accepterait cette éventualité? Et là aussi, je me suis heurté quand même à la difficulté des débauchages à l'heure actuelle au Parti socialiste. La question qui était soulevée, je trouve, par Jean-Daniel Lévy et par Lucie Schmitt est très intéressante dans la mesure où, sur notamment le vœu formulé par les Français, que de voir leurs représentants politiques prendre le pouvoir, venir aux affaires. Oui, allez-y, quoi. Allez-y, avec une forme d'illusion, d'une possibilité du consensus, de la coalition. Peut-être suis-je trop biberonné au fait majoritaire, mais je crois au contraire qu'il y a un grand danger à cela, à la perception par les Français d'une forme de mélange des genres, de reconstitution de ce qu'on a appelé naguère l'UMPS, avec un Jean-Luc Mélenchon qui... C'était le Front National qui employait cette expression. C'était le Front National, avec une Marine Le Pen qui aurait beau jeu à Laurent Wauquiez, de dire à Laurent Wauquiez, si tu veux me laisser la droite extrémisée et l'extrême droite, vas-y, je t'en prie. Et de même un Jean-Luc Mélenchon qui dirait ça à Olivier Faure, si vous voulez nous laisser... D'ailleurs, c'est des expressions que j'entends au sein de la France Insoumise. Si vous voulez nous laisser la gauche, allez-y, je vous en prie. Et donc, je crains que cette polarisation à terme, surtout dans l'hypothèse où nous aurions à vivre une présidentielle anticipée, produise une émergence extrême. D'où cette recherche de non-censure, en fait. On revient à cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le gouvernement, mais on ne provoque pas tous les 3 mois la chute du... C'est vrai. En fait, pour dire les choses frontalement, l'accord de non-censure, le pacte de non-censure tel qu'il se formalisera s'il voit le jour, c'est le front du refus de la présidentielle anticipée. Ni plus, ni moins. Ouais. C'est des gens qui s'entendent pour franchir le mur budgétaire, pour éventuellement plonger la France dans une forme de coma artificiel, parce qu'il ne faut pas rêver, les convergences programmatiques entre eux sont faibles et ne permettront pas de prendre des décisions fortes sur le terrain budgétaire ou sur quelconque autre domaine. Et donc, ils vont s'entendre pour plonger la France dans une forme de, oui, moi, ce que j'appelle une forme de coma artificiel, jusqu'à éventuellement une prochaine dissolution. Ouais. Ouais. Lucie Schmitt, c'est pas ce que vous dites. Vous dites, j'espère qu'au contraire, il y aura un rebond parlementaire. À ce que dit Antoine, ce qui est intéressant, c'est que le fait majoritaire, il se trouve que c'est une assemblée dans laquelle il n'y a pas de fait majoritaire. Donc, on est dans une situation totalement nouvelle. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de convergence programmatique, sauf qu'on peut imaginer peut-être, en tout cas, quelque chose sur le plan budgétaire, ne serait-ce qu'en termes de raison budgétaire face à l'ampleur du déficit. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est la question de la proportionnelle. C'est-à-dire que, évidemment, sur le plan institutionnel, le fait de reconnaître qu'il n'y a plus de fait majoritaire à l'Assemblée, moi, donc, j'ai vécu, je ne sais pas combien de négociations politiques dans lesquelles, à chaque fois, on disait on va mettre une dose de proportionnelle et on ne le faisait jamais. Si François Bayrou, qui s'est toujours prononcé en ce sens, réussit à amener cette question de la proportionnelle sur le devant de la scène, il peut espérer reconstituer une sorte de majorité, y compris d'ailleurs en ayant le RN qui serait d'accord, évidemment. Mais le sujet, c'est la dose. Et la question, c'est de faire en sorte que, justement, on n'oublie pas la vie politique française et ses fondamentaux. Sans doute que beaucoup de Français aspireraient à ce qui est un fait majoritaire. Sauf que la France est divisée, en fait. Elle est fracturée. Archipélisée. Donc, je ne sais pas si c'est archipélisé, je trouve qu'elle a un côté même fracturé, en fait. Et donc, la question qui est devant nous, au fond, c'est, à partir d'une France assez fracturée, comment est-ce qu'on fait pour continuer à réalistement gérer le pays sans, effectivement... Moi, je ne pense pas que c'est du coma artificiel, c'est faire face à la difficulté. Ouais. À l'instant, cette fin d'après-midi, quand on enregistre l'émission, la loi spéciale vient d'être adoptée à l'unanimité pour pallier l'absence de budget 2025, avec, point important, les amendements qui étaient proposés, qui ont été jugés irrecevables par la présidente de l'Assemblée, Arielle Braun-Pivet. Je reviens aux électeurs socialistes, Jean-Daniel Lévy. Alors, on peut cyniquement se dire que la décision de la censure, finalement, stratégiquement, c'est plutôt bien joué, puisque ça permet au PS aujourd'hui d'être de nouveau au centre du jeu. Est-ce qu'ils ont compris la décision de la censure, le fait de voter avec le Rassemblement national, c'est passé facilement, ça ? Ils ont compris qu'il y avait eu une position qui était une position forte, notamment contre le budget. Ouais. Ils ont compris que de toute façon, en fait, l'enjeu n'était pas Michel Barnier, mais que l'enjeu, c'était Emmanuel Macron. Donc c'était un message qui était exprimé à l'égard d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on voyait bien que, globalement, dans les codes de confiance, il y a une code de confiance qui était bien plus importante, qui était accolée à Michel Barnier qu'à Emmanuel Macron. Donc la cristallisation s'est effectuée autour du président de la République. Et il y a une forme de paradoxe.
c'est que c'est la première fois depuis 2017 qu'un Premier ministre sert de fusible au président de la République, et ce n'est pas un fusible qui est issu de son camp politique. Donc il y a cette forme d'ironie de l'histoire qui a amené aujourd'hui les électeurs socialistes à se dire, de toute façon, on n'a pas vraiment l'impression de voter avec le Rassemblement national. Ils ont été sensibles à l'argument, et quand on les interrogeait d'un point de vue global, aussi bien avant qu'après, ils étaient favorables, voire très favorables, à ce qu'il puisse y avoir le vote d'une motion de censure, en étant sceptiques sur les arguments qui étaient évoqués, qui renvoyaient à ce terme bien français qu'est le shutdown. Donc on voit bien que... Oui, le fait de ne pas avoir de budget pour l'année prochaine. Que tout s'arrêterait, qu'on ne pourrait plus payer les fonctionnaires, etc. Il disait que ce n'était pas impossible, mais qu'au final, ce n'était pas un aspect qui était de nature à les tétaniser, ou en tout cas à considérer qu'il ne fallait pas aller jusqu'à la censure. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir attendre l'étape suivante, là, Mathieu, puisque la loi spéciale, elle doit passer au Sénat, hein, c'est mercredi que ce sera voté au Sénat. Pour l'instant, sans amendement, donc ça veut dire qu'il y a toujours cette hypothèse ou cette crainte de voir les impôts augmenter pour des millions de Français, de voir près de 400 000 Français rentrer dans l'impôt alors qu'ils ne les auraient pas payés, un budget à fabriquer, à négocier et à voter. Donc ça reste quand même une hypothèse. Donc ça reste une hypothèse, oui. Et puis, en fait, tout le débat pour François Bayrou, ça va être est-ce qu'il reprend le budget de Michel Barnier en essayant de l'améliorer à la marge, ou est-ce qu'il remet sur la table et sur l'établi, j'allais dire, tout le boulot à faire. Donc ça sera un premier choix à faire. S'il reprend le budget de Michel Barnier, il y a des risques que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors après, est-ce qu'il se trouvera dans cet arc républicain, cet arc central, je ne sais pas comment les appeler, ces 366 députés, des gens pour voter ce budget? Pas sûr. C'est là où le 49.3, Lionel Jospin disait un truc intéressant ce matin. Il disait que le 49.3, c'est vrai, ça permet aussi à des gens de ne pas assumer le budget. Et donc, à un gouvernement, on dit, oh là là, les vilains, ils passent en force avec le 49.3, mais quand vous êtes député de la majorité et que vous n'avez aucune envie d'assumer les mauvaises décisions dans votre circonscription, vous dites, ah bah, c'est le gouvernement qui a décidé, on aurait bien aimé. Et quand vous êtes dans l'opposition et que vous ne voulez pas non plus faire tomber le gouvernement, bah, ça vous arrange aussi. Il y a un non-dit, effectivement, là-dessus, sur le budget, le fait d'assumer la responsabilité de coupe budgétaire. Secret en coulisses, quand même, ce qui commence à se dire, c'est que, alors, déjà, le renoncement au 49.3 sur le budget est une folie, c'est évident, et qu'en plus, si, d'aventure, après le 22 décembre, si le budget n'était pas adopté, le gouvernement Bayrou adoptait ce budget par ordonnance, certains ne verraient pas d'inconvénient à garder les mains totalement propres. Voyez. C'est-à-dire que quand vous avez à subir ensuite les foudres de vos électeurs, que en interne à la gauche, les tensions vont être extrêmement fortes. Je ne serais pas très étonné, au vu de ce que j'entends ces derniers jours, que par exemple des insoumis s'avisent d'aller faire des campagnes d'affichage sur des circonscriptions socialistes pour un petit peu informer les administrés des coupes budgétaires qu'ont entériné leurs élus. Donc, vous voyez, ça va monter quand même très très fort en tension, très rapidement. Et je rappelle qu'on n'est pas dans une bulle en France et qu'il y a des marchés financiers, des partenaires européens qui regardent tout ça. L'une des agences de notation a dégradé la note de la France. Justement, sur les conséquences des votes, ça m'intéresse, Jean-Daniel Lévy, de voir comment vous analysez ce qui se passe entre certains agriculteurs et le Rassemblement national. Parce que en meeting ce week-end, Jordan Bardella a dû rassurer ses électeurs en disant bon, bah, il n'y aura pas vraiment de soucis. Et c'est la FNSEA qui, grosso modo, est un syndicat qui a toujours été favorable au libre-échange, qui est derrière la manœuvre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque pour le RN, comme ça, de se couper avec une partie de son électorat rural? C'est effectivement un des risques. Et d'ailleurs, on a vu les manifestations en dehors de ce week-end, en fait, avec des agriculteurs qui ont montré leur colère en allant de manière plus ou moins délicate intervenir dans des permanences parlementaires. On sait qu'aujourd'hui, en fait, le monde agricole a tendance à basculer à droite, voire très à droite sur l'échiquier politique. Et même si électoralement, il ne pèse pas grand-chose, c'est moins de 2% en fait, de la population active aujourd'hui qui est agriculteur, ça a un écho qui est un écho considérable. Donc en s'adressant aux agriculteurs, Jordan Bardella ne parle pas qu'aux agriculteurs. Il a vocation à s'adresser à une immense majorité de la population française, et notamment ceux qui vivent dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines. Donc c'est un message qu'il souhaite adresser. Et c'est vraiment, on sait, toute l'interrogation qui a traversé le Rassemblement national, et si on croit les journaux, jusqu'aux dernières heures qui ont précédé le vote de la motion de censure, qu'est-ce qu'on pourrait gagner et qu'est-ce qu'on risquerait de perdre si jamais il devait y avoir une motion de censure. Si ce que dit la presse est vrai, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai. C'est Jordan Bardella qui a plus poussé d'ailleurs dans la dernière période à ce que ce soit un vote contre
enfin en tout cas un vote de la motion de censure que Marine Le Pen en l'espèce. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt sur Public Sénat.